J'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Barre, une femme pleine de peps. Nicolas a eu plusieurs vies professionnelles. Championne de France de football à 8 reprises. Une carrière à la poste chez France Télécom. Des missions complexes confiées par des ministères prestigieux. Son seul fil conducteur, sa passion pour le sport et sa conviction qu'il peut rêver grand. Nicole, tu aimes à dire que le football t'a fait comprendre que tu avais de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans une situation où j'étais une petite fille très renfermée, très isolée, qui se mettait plutôt dans les coins pour se faire oublier, on m'a tendu la main un jour. Un entraîneur m'a demandé de rentrer sur le terrain parce qu'il avait besoin de faire jouer des garçons. Après des résistances quand même sur la compétence et sur le fait que j'étais une fille, parce qu'à l'époque, ce n'était pas autorisé. Bien, j'ai franchi la ligne. J'ai osé rentrer sur ce terrain où j'étais une joueuse alibi. Et la magie a opéré, j'étais brillante, j'étais désirée, j'étais efficace. Et là, j'ai pris conscience que ce n'est pas le regard des autres qui doit dire quelle est ma valeur et qui je suis. C'est ce que je produis et c'est ce que je ressens quand je produis des choses qui peuvent être extraordinaires. Et pourtant, tu as attaqué un club de football pour discrimination sexiste. Tu as gagné et cet arrêt-là a fait jurisprudence en France et en Europe. Comment tu peux expliquer en fait ce paradoxe? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question qui découle de la première, c'est est-ce que la colère est un moteur pour faire changer les choses? Alors, ça s'explique très facilement parce que, comme je viens de le dire, ça a été un tel bonheur pour moi de découvrir que j'étais capable de faire des choses magiques et extraordinaires avec mon corps sur un terrain de foot. Quand il nous a été dit au club du Plessis-Robinson qu'on n'avait plus le droit de jouer et que les petites filles qui étaient dans mon club devaient trouver un autre endroit pour s'exprimer, eh bien j'ai eu besoin de la colère. Parce que ça a été la capacité pour moi de me révolter et de dire « stop, non, ça suffit, ce n'est pas normal. Et je ne veux pas que ces petites filles croient comme moi que ce qu'on est en train de leur faire vivre, c'est normal. Elles ont le droit à l'ambition, elles ont le droit d'être aussi heureuses que moi sur un terrain de foot. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de choses paradoxales. Jouer au foot, c'est un bonheur, et c'est un bonheur pour tout le monde, les garçons et les filles. Et donc, comment ça a été perçu autour de toi? Ça a été perçu de façon plutôt négative, alors pas par les médias qui ont été extrêmement positifs, et heureusement, mais globalement, on était les anti-masculines, on n'était pas gentils avec les hommes. Voilà, notre combat était un peu dénigré. Mais malgré tout, on est allé jusqu'au bout parce que ce que j'ai décrit comme situation, c'était déjà produit plusieurs reprises. Et je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et les médias nous ont soutenus, heureusement. Un avocat a été extraordinaire. Il était aussi très impliqué dans le sport. Et il nous a soutenus et il nous a accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, parce que ça a été long. Hein. On a mis 5 ans pour gagner. Et alors, comment expliques-tu que la société prenne toujours les femmes et qu'aujourd'hui, en 2023, on n'est toujours pas réglé le problème du sexisme? Parce qu'on ne le prend pas à la racine. C'est-à-dire? Il faudrait prendre le problème du sexisme dès la première respiration du bébé, dès qu'il arrive sur notre terre, en faisant en sorte de nous remettre en question, nous les adultes, sur nos propres représentations, parce que de manière implicite ou explicite, ce que nous avons nous-mêmes vécu et intériorisé, on le transmet. Et donc on transmet aux petites filles la limite, la sagesse, les coins, et on transmet aux petits garçons l'espace, la vélocité, la capacité à aller conquérir plein de choses, la capacité à se mettre en danger, à prendre des risques et à se challenger. Et c'est ça que nous transmettons. Si on ne va pas à cette racine, je crois que dans un millénaire, on y sera encore en train de se poser cette question. Pourquoi il y a encore du sexisme et pourquoi notre société se prive de tant de talents? Donc ça veut dire que, si je lis au travers tes propos, que c'est nous qui handicapons les filles. Mais alors, comment faire justement pour les libérer? On handicape effectivement par notre reproduction, notre transmission de notre propre éducation qui elle-même est stéréotypée depuis des générations. On handicape les filles, mais on handicape aussi les garçons. C'est pour ça que moi je prétends qu'il faut aller à la racine, chez les tout petits, pour faire en sorte de les éduquer dans une capacité à s'épanouir totalement, chacun, les filles et les garçons. C'est très important pour moi, qu'ils grandissent en même temps, pour qu'ils arrivent à faire une chose que moi je trouve magnifique et qui prouve qu'on est à égalité, c'est négocier. Je négocie tout, j'apprends à gérer ma frustration,
et je fais un cadeau à l'autre dans la frustration que j'accepte, et non plus, du coup, simplement dire « j'ai le droit de, j'ai le pouvoir de, toi tu dois faire ça et toi tu dois faire ça ». Donc on est bien sur les petites filles et les petits garçons qui sont essentiels. Et concrètement, est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu observes sur le terrain qui incarne en fait justement ces différences que nous faisons inconsciemment? C'est très simple. Deux situations précises, puisque moi je suis le corps, la motricité, l'espace, la conquête. Dès l'âge de 3 ans, les petites filles vont commencer à aller dans les coins, à réduire leur espace. Ce n'est pas les papas et les mamans qui le leur disent de façon explicite. Elles le comprennent et elles le font. Et ce faisant, elles se challengent moins, elles ne prennent pas de risques. Ça se retrouve après ensuite dans tous les champs de la société, et notamment dans le monde de l'entreprise pour les postes à responsabilité. Les petits garçons, pendant ce temps, ils courent partout, ils sautent. Observez la cour de récréation, c'est clair. Les filles seront à la périphérie, les garçons sont au centre. Et ce n'est pas toujours du football qui est pratiqué. C'est donc bien cette liberté qu'ils se donnent, eux, pour toujours être en mouvement. Des garçons en mouvement, des filles statiques. Ce mouvement, ils l'ont en permanence dans la société, y compris dans le monde de l'entreprise. Les femmes ne sont pas en mouvement, elles attendent, elles espèrent souvent, elles ne prennent pas leur chance. C'est pour ça que je dis souvent, franchissez la ligne, allez dans des endroits où vous pensez que vous n'avez pas votre place. Parce que la seule chose qui puisse arriver, c'est que vous appreniez de toute façon beaucoup de choses, vous réussirez peut-être pas, mais tenter, prendre le risque d'échouer, c'est déjà prendre le risque de réussir. Donc il faut tenter et ne pas avoir peur de l'échec. L'échec est formateur, c'est ce qui permet de réussir. Et donc, en tant que maman, par exemple, comment puis-je libérer ma fille? Déjà, tourner le regard vers soi, vers la cellule familiale, et accepter de se fragiliser, accepter de se remettre en question. En se posant cette question toute simple, en quoi moi, de par mon histoire et mon vécu, je suis moi-même responsable de la reproduction? Et en quoi je peux faire en sorte de ne pas transmettre ces limites-là? Travailler sur mes peurs, travailler sur mes croyances, travailler sur mes représentations, qui jouent, je le répète, c'est très important, sur les petites filles et les petits garçons. Et a fortiori beaucoup plus sur les filles par rapport au pouvoir de domination. Donc c'est donc les adultes qu'il faut remettre en question. Et je dirais, dans le monde de l'entreprise, tous les managers, a fortiori masculins, tous les responsables d'entreprise doivent se poser cette question. En quoi, moi, je dois me remettre en question à titre personnel, pas à titre professionnel, à titre personnel par rapport à mon histoire. C'est là qu'on commence à faire avancer la situation. D'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple concret d'une prise de conscience de manager sur justement ce rôle sur le sujet? J'ai un exemple très concret. J'ai entendu un jour une coach qui coachait une femme qui avait un poste à responsabilité et le patron de l'entreprise. Et la femme qui avait cette poste à responsabilité avait une ambition, il y avait un poste à pourvoir qui était bien supérieur et pour lequel elle cochait toutes les cases, elle avait toutes les compétences. Là, la coach revient et elle trouve cette femme dans une situation de tristesse. Elle n'avait pas eu le poste. Alors elle dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait que tu n'as pas eu le poste. Elle va voir le patron, puisqu'elle était coach aussi du patron. Et elle lui dit, mais comment ça se fait? Une telle n'a pas eu le poste. Et là, le patron se recule comme ça et dit, parce qu'elle le voulait. Elle ne l'a pas demandé. Elle n'a pas demandé le poste. Tellement elle était compétente, tellement elle était sûre que d'en haut, ça allait venir, qu'on allait venir la chercher, elle n'a pas demandé le poste. Il y a un homme dans l'entreprise qui, lui, a fait le job. Il est allé dire au patron, je veux ce poste, je suis compétent, j'ai l'ambition. Il s'est challengé et il s'est mis en avant. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas eu le poste. Challengez-vous, osez montrer vos compétences, vos capacités. Mettez de l'énergie dans ce que vous avez envie de porter. Ça va vous servir à vous pour votre carrière professionnelle, mais ça sert aussi votre entreprise. Parce que s'il faut, le poste qui a été pourvu et qui a été donné à cet homme aurait peut-être mieux incarné, plus d'efficacité avec cette jeune femme, sans pour autant enlever quoi que ce soit à ce candidat masculin qui lui a fait le job. Et donc, si, en tant que dirigeant, j'ai envie de m'investir dans cette mission, comment je peux aider mon équipe, mon entreprise à grandir, autant les femmes que les hommes, puisque c'est un sujet mixte en fait. Toujours en osant Mais si je suis le dirigeant. Voilà. Donc, toujours en osant en tant que dirigeant, déjà s'interroger soi, pareil que pour la maman tout à l'heure, se remettre en question soi, se fragiliser un petit peu et se dire, il y a peut-être un espace où je peux gagner en efficacité, autant chez les hommes que chez les femmes. Mettre ensuite en place des programmes d'empowerment au féminin pour dire aux femmes ce que je suis en train de dire. Osez, montrez-vous, prenez des responsabilités, défendez votre point de vue pour que je puisse, moi, vous voir, pour que dans les équipes, on puisse vous apprécier et qu'on puisse composer dans la mixité une globalité de ressources et
peu importe si c'est un homme ou une femme, parce que l'objectif à atteindre, on l'atteindra ensemble. Donc, ne pas croire que ça va se faire tout seul. Déjà, moi, en tant que patron, je me remets en question, je m'interroge, et ensuite, je mets des moyens concrets, financiers, pour mettre en place des programmes d'empowerment féminin, pour aller chercher des femmes et les amener à dire « moi aussi je veux hein ». Une sorte de MeToo qui permettrait de faire en sorte qu'elles puissent prendre les vrais postes et que l'entreprise y gagne au bout du bout. L'entreprise y gagne, ça a été démontré. Hein. Il y a un rapport de McKinsey qui dit que les entreprises mixtes où les femmes ont toute leur place sont beaucoup plus efficaces que les entreprises où il n'y a que des hommes qui prennent les postes à responsabilité. Et quel secret partagerais-tu avec les personnes qui, justement, ont du mal à franchir cette ligne, à prendre leur place? Le secret, c'est d'utiliser son corps. Les femmes, on est trop dans le mental, on est dans le contrôle, dans la détermination. Quand on s'engage dans quelque chose, on va jusqu'au bout, mais on y va toujours avec notre tête. Et on oublie qu'on a un corps. Dans ce corps, il y a de l'énergie. Et c'est là qu'il y a la passion. C'est là qu'on peut se surpasser. C'est là qu'on peut oser parfois prendre le risque qu'on ne prendrait pas si on avait trop de réflexion. Mesdames, si j'ai envie de dire aux femmes, bougez, faites du sport, explorez cette énergie, mettez-la au service de votre vie, déjà, et mettez-la au service aussi de votre projet professionnel. Et tout le monde y gagne. Et mettre de la joie dans ce qu'on fait, parce qu'on ressent les choses physiquement, et ça permet d'avancer plus vite intellectuellement. Voilà. Donc ça veut dire que j'utilise mon corps, j'utilise le sport. Absolument. Mais qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de la libération du corps, en s'assumant davantage, en étant moi dans la comparaison avec ma voisine, avec... Il y a la liberté de traverser les espaces, qui, depuis le départ, moi, me touche énormément. Quand on voit un bébé qui a fait des efforts extraordinaires pour apprendre à marcher, qui a surmonté plein d'efforts, plein d'échecs, fille ou garçon, qui s'est donné la liberté de choisir son chemin, son axe, et que d'un seul coup, hop, on le limite, on fabrique du handicap parce qu'il y a ces stéréotypes qui viennent nous encadrer en tant que petite fille, eh bien j'ai envie de dire, prenez de l'espace, prenez de la place, faites bouger ce corps. Votre propos, tout aussi pertinent qu'il soit, sera plus entendu, plus énergique et plus en capacité de toucher la personne qui vous écoute si vous y mettez aussi votre corps. Ça se sentira. Donc, de la liberté, de l'espace et des grands espaces. Arrêtons avec les petits espaces. Rêvez grand, petits espaces, grands espaces. Voilà. Poste là, poste là. Voilà. Efficacité là, efficacité là. Voilà. Prendre de la place, bouger. Et ce corps est essentiel pour ça. Ah, génial, Carole. Nicole, mille merci pour ce partage. Et moi aussi, je vais prendre ma place. Exactement.